Alors, bienvenue Calista, je suis extrêmement contente de t'accueillir aujourd'hui sur ce live et pour inaugurer justement ce programme. Ça fait longtemps que j'essaie de te capter hein, pour discuter, pour échanger avec toi. Mais en fait, finalement, n'est-ce pas? Alors, avant de te donner la parole, j'aimerais donner un peu de contexte par rapport à ce live. Donc, j'ai demandé à Calista de me rejoindre sur ce premier live d'une série que j'espère extrêmement intéressante pour les femmes. Une série dédiée en fait au business des femmes. Donc, il s'agit d'un programme qui s'appelle She Means Business. Alors, She Means Business, c'est un programme qui a été initié par Facebook au niveau international, qui est déployé dans plus d'une quarantaine de pays et qui a déjà formé des milliers de femmes à la gestion de leur entreprise. Et aussi, donc, c'est un projet qui a pour vocation de soutenir l'entrepreneuriat féminin à travers la formation, à travers la mise en réseau, à travers l'inspiration, comme nous allons le faire aujourd'hui avec Calista. Et donc, ce programme va être lancé au Sénégal pour la première fois donc en Afrique francophone. Il existe déjà au Nigeria et en Afrique du Sud. Et donc, nous avons espoir en tout cas que ce programme sera en tout cas très bénéfique pour toutes les femmes qui essayent d'entreprendre, qui entreprennent aussi, et qui leur montrait à quel point elles peuvent s'appuyer sur le digital pour développer leur business. Donc, c'est pour cela que ça s'appelle She Means Business. Et c'est pour cela que je suis très contente d'avoir Calista pour introduire ses lives, because she means business. C'est une femme businesswoman qui croit en elle. Et donc, nous allons tout de suite commencer. Je vais vous mettre pendant ce live les liens utiles pour participer à ce programme, notamment un lien pour rejoindre le groupe Facebook qui est dédié pour partager entre vous les bonnes pratiques entre femmes entrepreneurs, les bonnes pratiques liées au digital pour vous permettre de booster votre business. Et bien sûr, pour rester informé du programme, de toutes les activités et de tous les événements que nous organisons en live. Et la dernière chose que j'ai à dire sur ce programme est totalement gratuit, donc accessible à tout le monde dès lors qu'on a un téléphone portable et puis une bonne connexion Internet. Donc, Calista, je vais te laisser te présenter. J'aimerais bien en fait que cette présentation soit légèrement différente puisque c'est l'été, ce sont les vacances, etc. Si tu avais à te définir en fait comme un lieu de vacances, où serais-tu? En tout cas, qui serais-tu comme lieu de vacances idéal? Et ensuite, je te laisserai nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Bonsoir Seynabou, je pense comme lieu de vacances, c'est tout trouvé, c'est là où je suis, en face de la mer. C'est le top, le soleil, la mer, de l'espace ouvert, voilà ce que j'aurais aimé être, ce que je suis et ce que je serai encore. Et le lieu, c'est tout trouvé, je suis à la Somone. Donc, un endroit paradisiaque, on va dire. C'est les vacances, on en profite. On est en mode vacances, voilà. Je suis en vacances. Il n'y a que c'est pour me déranger quand je suis en vacances. Tu as vu ça. Il n'y a que moi qui ose faire ça. Mais bon, il fallait absolument, je voulais vraiment qu'on commence ensemble parce que tu es une femme qui entreprend dans le numérique, tu es une femme qui entreprend dans le digital et je voulais en fait qu'on échange justement avec une femme qui est dans un secteur qu'on ne pense pas forcément en fait accessible aux femmes, puisque toute l'idée en fait de ce programme, c'est de montrer aux femmes qu'elles peuvent entreprendre encore plus, mais encore mieux quand elles s'appuient sur le digital. Donc, désolée de perturber tes vacances, je vais te retenir qu'1 heure de temps. Donc, tu es showrunner, mais je pense que tu es journaliste à la base. Tu peux juste nous dire quelques mots en fait sur qui tu es? Alors, mon nom d'artiste de scène, mon pseudonyme, c'est Calista. Pour dire vrai, je pense que tout ce qui est présentation classique, j'ai eu à le faire, c'est-à-dire pour dire, oui, j'ai fait des études de journalisme,
Maintenant, je me définis autrement. Je me définis comme une femme qui va au-devant de ses rêves, qui se donne à fond pour les réaliser, en fait. Et aujourd'hui, voilà, j'ai cette casquette touche à tout de femme qui a envie, dans le secteur où je suis, c'est-à-dire dans le monde de l'audiovisuel, qui a envie de faire des choses, qui a déjà Oui. commencé, mais c'est absolument rien. Et Mhm. voilà, je suis un mix de tout. Je suis un mix de entrepreneurs, un mix de toutes ces un mix de toutes ces yaïs aujourd'hui qui dans divers secteurs se lèvent tous les jours et vont au-devant de leurs rêves et au-delà. Et voilà, je pense qu'on se ressemble toutes dans la mesure où on a envie de faire des choses, on se sent capable de faire des choses et on se donne surtout les moyens de pouvoir bien le faire, même si ce n'est pas du tout évident ou ce n'est pas du tout facile. Donc, les yaïs sont dans les jaïmourou, les yaïs sont dans les dans tout ce qui est produits agroalimentaires, les yaïs sont dans tout ce qui participe au bien-être. Mais aujourd'hui aussi, les yaïs sont derrière la caméra pour faire en sorte que de belles images sortent, pour donner du contenu. Moi, je suis dans ce secteur-là, la créativité. Écoute, c'est tellement intéressant que tu parles de ce mix parce qu'effectivement, on est le résultat de nos expériences, on est le résultat en fait de nos parcours de vie et on va pas en parler aujourd'hui parce que c'est pas le sujet, mais tu as un parcours de vie extrêmement inspirant et je pense que c'est une des raisons pour laquelle tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Donc moi, je vais aussi me présenter rapidement. Donc, je suis Seynabou Thiam, je suis consultante en entrepreneuriat et notamment j'accompagne des entreprises comme Facebook qui soutiennent les petites et moyennes entreprises et les femmes à développer leur business dans le cadre notamment de ce programme Chemise Business au Sénégal. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet de la production, tu m'as parlé de Calista, qui est aujourd'hui une femme derrière la caméra. Et on a ce terme-là, showrunner, parce que c'est vrai que la production, c'est un domaine qu'on ne connaît pas. On ne connaît que les résultats, parce que quand on voit sur YouTube, à la télé, etc., ce qu'on regarde, on est extrêmement satisfait, mais on ne s'imagine absolument pas ce que ça nécessite en fait comme travail. Donc, c'est quoi en fait le travail d'un showrunner dans la production audiovisuelle? Alors aujourd'hui, dans le secteur où nous sommes, on va dire, on va très clairement dire que c'est un maillon, c'est un très long maillon avec beaucoup de mains, beaucoup de personnes aujourd'hui qui participent à donner un produit fini. Voilà. Et moi, dans cette chaîne de valeur aujourd'hui, je suis, disons, le début de cette chaîne et la fin de cette chaîne de valeur. Parce qu'aujourd'hui, pour le terme de showrunner, c'est mon mari qui passe, qui me fait un bisou. Il n'est pas sérieux. Et là, je suis déconcentrée. Ah, mais ça, c'est l'amour. C'est l'amour. Mais non. Mais non. Non, quand tu as des hommes qui ne savent pas que tu es sérieuse, quand tu sors ta casquette de sérieuse et que quelqu'un passe pour te faire des bisous des cœurs, donc. Non, mais au passage, je lui présente toutes mes excuses pour lui avoir volé sa femme pendant ses vacances. Donc, tu me disais qu'en fait, que tu es en début et en fin de cette chaîne de valeur. Voilà, voilà. Le terme de showrunner nous vient des Américains. Ils sont très avant-gardistes en matière de contenu, entre autres. Et dans le cinéma aujourd'hui, le classique dans le cinéma, c'est quand il y a un scénario, c'est le réalisateur qui reproduit la vision du scénariste. Il y a le réalisateur qui donne son regard. Une série aujourd'hui, quand on parle de showrunner, on parle de Stéphane Boudesco, de Stéphane Boudesco, on parle de chef de projet. Le chef de projet aujourd'hui, son rôle, c'est de donner un produit fini qui épouse la vision de la production, la vision du scénariste, la vision de toutes ces personnes qui gravitent autour du projet. La différence aujourd'hui qu'il y a, c'est qu'on peut être showrunner et être scénariste, comme on peut juste être scénariste. C'est-à-dire quand on est juste scénariste, on est que dans l'écriture. Alors que quand on est showrunner aujourd'hui et scénariste, on est dans tout le processus de création, c'est-à-dire de l'écriture au produit fini, c'est-à-dire à la série diffusée en fait.
Et le regard, c'est sur le budget, c'est sur la direction artistique, c'est sur l'écriture, c'est sur tout, hein, c'est sur tout. Les costumes, les décors, voilà, c'est vraiment être comme du sel dans la soupe. Xorom si cin. Voilà, l'intelligence, xorom si cin, voilà. Xorom si cin, léegi. Et puis, même dans la caractérisation des personnages, entre autres, c'est-à-dire le showrunner donne le tempo, dans le casting, dans tous les processus, il est derrière chaque élément qui participe à donner le produit. Alors, c'est extrêmement important, intéressant. Alors, ce que moi je comprends, c'est que tu es vraiment en fait un peu la cheville ouvrière de tout en fait. Tu es là pour aussi bien quand on pense en fait le projet, tu es là quand on le produit et tu es là aussi quand on le diffuse et quand on le vend aussi. Donc vraiment partout à la fois. Mais tu as aussi la particularité d'être scénariste parce qu'on peut être showrunner sans être scénariste, il me semble. Voilà, tout à fait. Hein? On a d'ailleurs l'image de ces armées en fait de scénaristes qui sont souvent là, qui sont comment dire, recrutés pour écrire les séries à l'américaine. Il y en a 20 dans une pièce, machin, etc. Mais toi, tu écris toute seule. Et comment aujourd'hui, en fait, un projet de série comme ça, de scénario, de séries comme celui que, en tout cas, tu coproduis aujourd'hui, Maîtresse d'un homme marié, vient à la vie, en fait. Comment ça prend vie, tout ça? Alors, je vais résumer ce qu'un réalisateur m'a dit un jour. Il m'a dit, toutes les idées ne donnent pas naissance à des projets. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as ce truc où quelqu'un te dit, ah, j'ai une histoire, ça peut faire une série, j'ai une histoire, ça peut faire un film. Bon, si c'était ça, nous toutes, on a des vécus qui peuvent donner naissance à des séries, à des films. Oui. Tout part d'une idée, en fait. Et ce qu'il y a dans les idées, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises idées en soi, mais il faut travailler les idées. Aujourd'hui, l'idée peut être Seynabou, une maman entrepreneur qui décide quelque part de quitter son travail et de monter Yaï. C'est simple, comme histoire. Mais est-ce que les gens vont regarder cette Seynabou Yaï qui décide aujourd'hui de laisser tomber son travail et de créer une entreprise? Il faut enrichir l'histoire de Seynabou. Il faut enrichir le parcours, c'est ce qu'on appelle les parcours. Il faut aujourd'hui faire en sorte que de la simple phrase, le synopsis, c'est une Yaï qui se réveille un jour pour vouloir créer son entreprise, amener du contenu qui fasse que les gens puissent regarder l'évolution ou la chute de Seynabou, regarder ses espoirs, mais aussi ses désillusions, regarder sa quête, en fait, avant d'arriver à ce projet. Et pour ça, tout au long de ce parcours, il faut créer ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle personnellement, il faut créer des intrigues, il faut créer des espoirs, il faut mêler, entremêler, dénouer les fils, c'est-à-dire il faut concocter quelque chose. Et quand on parle de cette idée d'écriture aujourd'hui, c'est après l'écriture, après avoir vraiment sondé le projet sous toutes ses formes, voir si le produit aujourd'hui est diffusable et tout. Et c'est là où commence la partie préparation au projet, où il faut trouver la Seynabou, il faut trouver où est-ce qu'elle arrive, il faut qu'elle s'habille, il faut qu'elle se coiffe, il faut qu'elle ait des mouvements, c'est-à-dire le processus de préparation où on crée le tout. C'est comme quand tu as une petite maison de poupée et que tu dois vraiment meubler la maison de poupée, donner vie à la maison de poupée et bien après faire vivre les gens de la maison de poupée. Ça, c'est facile quand je l'explique comme ça. Écoute, alors, moi, j'ai retenu que ta prochaine série, ce sera Seynabou, ce sera sur moi. Voilà, point à la ligne. Devant témoins et tout le Sénégal. Bon, il n'y a pas grand-chose à raconter. Bon, bref. Alors, donc, voilà, on a une idée de quelque chose, en fait, finalement, d'une histoire. On a envie de raconter l'histoire de quelqu'un. Et toi, justement, comment tu as décidé de ce sujet? Parce que tu aurais très bien pu, en fait,
je sais que tu es attaché aux causes des femmes, mais tu aurais pu aborder plein d'autres problématiques. Pourquoi cette problématique en particulier? Est-ce que, par exemple, comme on dit dans l'entrepreneuriat, de manière générale, c'est parce qu'on le sent dans nos tripes, ça nous empêche de dormir? Qu'est-ce qui a fait que tu as su que c'est ça le sujet, c'est ça le bon, en fait? C'est du flair, c'est avoir du flair. Et puis, quelque part aussi, le climat était favorable, en fait, parce qu'il n'y avait pas, Oui. en fait, il n'y avait pas forcément de contenu pour les femmes. C'est-à-dire, je suis peut-être avant-gardée sur les bords. J'ai touché au moment opportun le sujet qu'il fallait toucher. Et quelqu'un d'autre va venir aussi, à une période donnée, toucher aussi un autre sujet. Ce qu'il y avait, c'est que le contenu qui était destiné au public féminin, c'était plutôt un contenu qui ne leur parlait pas, qui ne reflétait pas en quelque sorte les femmes, en fait. Et à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait forcément poser un contenu à notre image. Et c'est ce qui a déclenché l'idée du projet. Parce que le projet devait forcément parler d'histoire d'infidélité. Et je trouvais cela réducteur de caricaturer les femmes dans ça, autour de l'infidélité, parce que c'est cliché et c'est ce qu'on voit tous les jours. Et je me disais que ce serait bien qu'on voit les femmes autrement, qu'on les voit être elles-mêmes et qu'elles puissent choquer, qu'elles puissent faire naître des interrogations, qu'elles puissent faire naître des doutes, qu'elles puissent aussi mettre sur la table des émotions autres que le fait d'être soumise, le fait d'être toujours souriante et le fait d'être résignée par rapport aux choses. Et c'est comme ça que ces femmes battantes, ces femmes qu'on aime, aimer et détester sont nées, en fait. Alors, je vois qu'en fait, c'est pratiquement en fait les mêmes processus de création, parce que des fois, on a tendance à croire que les gens qui créent en fait des contenus audiovisuels, bon, c'est juste des créatifs, ils se lèvent, etc. Il y a vraiment un vrai processus entrepreneurial où on réfléchit, c'est un business plan, etc. Tu as parlé du bon moment, c'est que tu as trouvé que pertinent, que tu as trouvé que c'était le bon moment pour ton marché de lancer en fait ce genre de contenu et que ce contenu-là aurait en fait un impact business, un impact commercial. Et moi, je tiens vraiment comment dire, à insister sur ce point-là que en fait, la créativité, c'est une chose, c'est vraiment très différent. Ça n'a rien à voir avec la capacité, en fait, de construire un business autour de cette créativité-là. Et donc, effectivement, tu aurais très bien pu prendre un autre sujet, mais entre nous, enfin, excuse-moi le terme, mais peut-être que les gens s'en foutaient, en fait, et que ça n'aurait pas eu, en fait, l'impact. Donc, il y a vraiment cette réflexion-là de est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que mon marché est prêt pour ça? Est-ce que mon marché va consommer ce contenu-là et de se lancer? En parlant justement de marché, ma prochaine question, c'est ça. Et d'ailleurs, j'invite les gens à poser leurs questions en commentaire dans ce live. Je vais essayer de voir, je ne me rappelle plus comment on fait ça, mais j'ai essayé de voir si je peux mettre le lien du Zoom pour les personnes qui veulent en fait venir directement à l'écran poser une question. S'ils ont envie, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc mon autre question, c'est ça, c'est du point de vue en fait strictement business. Aujourd'hui, quelle est ton analyse en fait de l'impact économique de la production audiovisuelle au Sénégal? Et je viendrai à la deuxième sous-question ensuite. Alors moi, je vais partir d'un constat qui me fait tout le temps rire. C'est quand des gens te disent « Ah, moi, je ne regarde pas les productions sénégalaises, voilà. Quelque part, je dis aux gens, c'est parce qu'ils me connaissent en fait, qu'ils me connaissent ce business qui est en train de naître et qui, qui a pour sûr, va aujourd'hui, côté économie, changer énormément de choses. Parce qu'il y a une plus-value en fait dans ce business-là. Parce que ce business a beaucoup de ramifications en fait. Aujourd'hui, le secteur de la production, c'est un secteur qui emploie des jeunes qui, pour la plupart, aujourd'hui, ont eu le bac, ont fait l'université, mais n'ont pas forcément eu de carrière derrière. Et c'est un secteur qui permet aujourd'hui de réhabiliter ces jeunes qui se forment sur le tas et qui arrivent aujourd'hui à gagner bien leur vie sur des projets, en fait. Des jeunes qui aujourd'hui sont à des postes clés,
qui gagnent leur vie, c'est des jeunes qui ont un chef de famille ou qui, même grâce à ce travail-là, aspirent à avoir des plans de vie. C'est-à-dire se marier, payer des formations pour eux, construire une maison, penser à acheter une voiture. Ça, c'est vraiment la partie technique, c'est les techniciens. Pour les acteurs, aujourd'hui, on a des acteurs qui pour beaucoup ne travaillent pas ou qui pour beaucoup ont un travail. Et ont un travail ou avaient l'idée de mettre sur place des projets. Donc, ça leur permet aujourd'hui de gagner leur vie, mais aussi de pouvoir planifier aussi pour leur avenir. Parce que quand tu es dans un projet qui est bien ficelé, bien comme il faut, forcément, tu aspires à avoir une carrière. Et quand tu aspires à avoir une carrière, tu vas forcément te former et tu vas forcément être dans un volet purement professionnel. J'ai vu des acteurs qui, au début, n'avaient même pas de compte bancaire, ne pensaient même pas à avoir une carrière entre autres, et qui, aujourd'hui, de main de maître, gèrent des business qui viennent avec le projet. C'est-à-dire, un acteur peut aujourd'hui être un modèle, ou utiliser ses réseaux, parce que les acteurs utilisent maintenant beaucoup leurs réseaux pour pouvoir se faire de l'argent. Il y a aujourd'hui le fait que quand on part dans un décor pour tourner, même la vendeuse de tchaf du coin gagne sa journée en fait. Parce que quand on vient, les gens vont aller acheter du tchaf, le boutiquier du coin va vendre son pinton, il va vendre du ataya, il va vendre plein de choses. Donc aujourd'hui, c'est un secteur à tous les niveaux où ça génère en fait ça génère de l'emploi, ça permet de payer des personnes et c'est un secteur aussi qui permet, si on le dit bien, sans forcément avoir peur de bien gagner sa vie. Je suis passée d'un salaire simple à un bon salaire. Je ne vais pas dire combien. Je suis passée parce que j'ai pu, aujourd'hui, j'ai pu, par année de projet, j'ai pu gagner ce que je n'espérais jamais gagner, quoi. Jamais. Ouais. Ouais. Non, non, c'est important de le dire. Oui, c'est important de le dire parce que ce n'est pas en fait juste une occupation. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait pour son hobby. Comme tu le dis, en fait, c'est vraiment un secteur qui porte des familles. C'est un secteur, en fait, en tout cas, de plus en plus dans notre pays, en fait, économiquement, qui a un impact considérable. Ça crée des emplois, ça crée de l'activité économique. Ça crée aussi de la visibilité, du rayonnement. Hein. Ça, on va en parler après, mais aujourd'hui, je pense que la série a contribué au rayonnement du Sénégal. Et je sais que, par exemple, dans des pays comme la France, ce genre de choses sont saluées même au plus haut niveau de l'État. C'est-à-dire que les personnes qui contribuent au rayonnement de la nation sont en fait valorisées, ont un statut bien particulier. Donc, je lance cet appel-là aussi pour que nos jeunes qui participent au rayonnement du Sénégal, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on avait regardé ensemble un peu les statistiques de maîtresse d'un homme marié, mais moi, il y a des pays que je ne connais même pas où, en fait, la série est regardée. Je ne comprends pas. Mais les chiffres, rien que pour la saison 1, c'est que les gens ne savent pas, c'est qu'on a été à plus de 87 millions de vues. On a eu plus de 100 pays et aujourd'hui, ce qui a été extraordinaire, je parle de la saison 1, la saison 2, les chiffres ont doublé. Ce qui a été extraordinaire, c'est qu'on a eu une pénétration de plus de 27% du monde extérieur qui ont fait un focus sur le Sénégal. Ça, c'est énorme en fait. C'est énorme. Ça, c'est énorme. Et les gens n'en parlent pas en fait, mais c'est vraiment énorme. Non, je pense que les gens n'en parlent pas parce que c'est un secteur aussi nouveau qui se professionnalise. Ça aussi, c'est un autre sujet qui se professionnalise aujourd'hui. En fait, le fait d'avoir ces productions, ces grosses productions en fait audiovisuelles, de pouvoir maintenant analyser en fait leur impact économique, de pouvoir analyser leur impact de marché, etc. Tu parlais d'une pénétration de plus de 25% des marchés en fait extérieurs. Ça c'est vraiment très important quand on vise à exporter des produits comme le tien. Donc, et en termes aussi de stratégie, c'est important d'avoir ces chiffres-là pour pouvoir développer de plus en plus les contenus. Je sais qu'aujourd'hui,
Il y a une forte demande, par exemple, sur le sous-titrage dans d'autres langues. Tu fais déjà le français, Oui, mais voilà, le français, il y a plein, l'anglais. voilà, l'anglais, etc. Il y a certainement, en fait, il y a déjà la saison 1 est doublée sur A+, par exemple, mais il y a aussi toute cette demande-là. Donc, c'est aussi important que les acteurs du milieu, comme toi et d'autres, en fait, puissent en fait travailler, faire la promotion de cela pour montrer en fait tout ce que ça en fait implique comme activité en fait derrière. Et tu parlais d'argent en fait. Je pense que aussi c'est important de parler d'argent pour que les gens aussi se rendent compte. Tu parlais aujourd'hui d'autonomisation de personnes, pas que des familles, de toi, de plein d'autres personnes, les acteurs, etc. Et ça aussi, c'est grâce au travail en fait de business development, c'est-à-dire de commercialisation de la série. Et justement, comment ça se passe cette commercialisation-là avec les partenaires commerciaux? Je pense qu'il y a un souci avec la vidéo de Calista, peut-être un problème de connexion. Calista, est-ce que tu nous entends? Je ne sais pas si Calista nous entend. Je pense qu'elle a un problème de connexion. Le réseau n'est pas très, très bon. Alors, on va attendre un peu pour voir si... OK, donc je pense que Calista va revenir tout de suite. Désolée pour cette interruption. Je pense que c'est lié à la connexion. Je vois que... Ah, d'accord. Calista est de retour. Oui, je pense qu'il y avait un problème de connexion. Oui. D'accord, pas de problème. Alors, donc, je posais cette question-là, en fait, de comment, en fait, aujourd'hui, ça se passe, la collaboration avec les partenaires commerciaux, parce que c'est ça qui fait aussi que vous arrivez à monétiser ce contenu-là et que ça a un succès business. Donc, comment ça se passe, cette collaboration? Ça se passe très, très bien. Ça se passe bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne gère pas du tout le domaine commercial, parce que le domaine commercial, c'est une entité à part qui est gérée aujourd'hui par une responsable commerciale, une directrice commerciale. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de vendre aux clients. Il m'arrive d'aller vendre aux clients, parce que ma bouche, là, tellement quand je parle, les gens, ils achètent là. Mais c'est un travail à part, qui demande beaucoup d'investissement. Quand on est dans le projet, on ne peut pas se permettre cela. On doit être focus sur le produit qui doit être porté à l'écran, puisque quelque part, c'est pour le produit que le client met son argent, en fait. Et aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, on a démarré, mais presque une semaine après, il y a eu la pandémie. Catastrophique. Oui. Le scénario était catastrophique, hein, parce que les gens, ils ont vu le projet, ils ont commencé commercialement à s'intéresser. Voilà, la pandémie est arrivée avec son lot d'incertitudes et tout. Quelque part, face à cette situation de crise, on s'en est très bien sorti, alhamdoulilah, niveau vente. On a fait des records de vente. Et si la pandémie n'était là, on allait exploser les choses. Mais même avec la pandémie, la vente, elle s'est faite. Et aujourd'hui, il y a une relation de confiance qui existe entre aujourd'hui les clients et la production, en fait. Parce qu'un client satisfait, c'est un client qui revient toujours, avec toujours un gros budget et qui accompagne davantage, en fait, le projet. Et aujourd'hui, en ce sens, c'est pour cela, pour moi, qu'il est important de réfléchir à une stratégie pour pouvoir travailler avec les petites et moyennes entreprises parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes budgets que beaucoup de partenaires. Essayer de travailler avec eux sur des offres qui soient très spéciales et qui puissent leur permettre, comme la visibilité, c'est la clé, d'avoir la visibilité tout en ne payant pas trop, mais en étant sûr qu'on mette la somme qu'ils ont, en fait, d'avoir le rendu qu'il faut par rapport aux produits qu'ils auront choisis.
Oui, alors le dernier point dont tu parles, c'est, on l'a vu, hein, vous avez vraiment un parti pris par rapport à cette commercialisation où on voit aussi bien de très gros que de très petits, mais aussi on voit surtout les créateurs voilà, locaux, nos designers qui ont beaucoup de talent, vraiment. Et aujourd'hui, je pense que ça aussi, ça fait partie de pourquoi ça rayonne, parce que ça donne à l'image une qualité, une esthétique quand même qui est quand même assez recherchée dans cette production. Et vraiment, merci pour cela. Ça participe aussi à une autre échelle, à avoir un impact économique parce que la promotion de ces designers, de ces créateurs, crée aussi des marchés pour ces créateurs-là et aussi décomplexe voilà, ce rapport qu'on avait avec le fait d'acheter en fait chez nos designers au lieu d'acheter chez Zara, etc. Machin. Mais voilà, ces designers-là, vous les mettez en tout cas, toi et Marodi, vous les mettez vraiment en valeur dans vos productions et c'est quelque chose qui est vraiment à saluer. Et donc, on n'aura pas en fait de montant, j'ai compris, mais bon, tu m'as dit genre, je m'en occupe pas, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Sachez seulement que, en tout cas, ça fait vivre beaucoup de familles. Ça, c'est clair. Et aussi que, comme on l'a bien compris, ça a transformé aussi ta vie, ta situation de femme et d'entrepreneur. Et juste, ne serait-ce que par rapport à ça, je pense que c'est très intéressant. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu plus de la place des femmes dans ce domaine-là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et surtout, en fait, derrière la caméra, surtout à l'écriture, surtout, en fait, dans ces domaines-là, où on laissait, c'était plus les hommes, je ne sais pas pour quelle raison en tout cas, mais la place des femmes aujourd'hui dans la production, quelle est-elle? Comment vous vous sentez en fait dans ce milieu-là? Est-ce que vous vous sentez comme des imposteurs? Est-ce que vous vous sentez que vous êtes à votre place? Ou est-ce que vous devez toujours vous battre encore pour prouver que vous devez être là? Bon, moi, je ne suis pas forcément dans ces genres d'émotions, en fait. Pour moi, il n'y a pas une place réservée aux hommes ou une place réservée aux femmes, en fait. C'est des places qui sont là et c'est les meilleurs qui les prennent, en fait. Il faut juste se mettre dans la tête qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on veut laisser, en fait, comme enfant. Et quand je suis arrivée, je peux dire que j'ai été la première femme aujourd'hui showrunner dans la maison de production Marodi, dans beaucoup de productions audiovisuelles, on va dire. Mais je n'étais pas là dans le mood de dire oui, il me faut une place. Non, j'étais là où il fallait, j'ai développé ce qu'il fallait et j'ai fait le travail qu'il fallait en fait. Et aujourd'hui, voilà, je vois que la relève est bien assurée puisqu'il y a de plus en plus de femmes qui ont envie d'essayer, qui ont envie de faire ce travail-là. Oui, c'est un travail qui peut être fait et par un homme et par une femme. Seulement, peut-être les contraintes pour une femme, ça peut être les horaires de travail, la charge de travail, les horaires de travail, il faut le dire. C'est quelque peu très difficile pour une femme de le faire, surtout quand on est une femme mariée, surtout quand on est une maman. Je pense que forcément, ça peut ne pas être compatible. Mais dans toute chose, aujourd'hui, il faut déléguer, avoir un bon planning, déléguer, avoir un bon support pour pouvoir faire ce qu'il faut faire. Et tu parles de ce support. Il y aura des femmes qui sont... Pardon, vas-y. Non, je dis juste que c'est aux femmes de venir prendre les postes qui sont là. Personne ne va les inviter, personne ne va leur faire de place. C'est à elles de savoir ce qu'elles veulent et de le montrer. C'est des choix. Hein. Il y en a qui choisissent d'être devant la caméra, il y en a qui choisissent d'être juste derrière dans l'écriture, mais il y en a qui choisissent d'être dans tout le processus de création. C'est vrai que après, par rapport à notre choix, la charge de travail n'est pas forcément la même chose. Mais aujourd'hui, je me dis, ça dépend de ce qu'on veut et de ce qu'on est prêt à donner, en fait, pour l'avoir. Il ne faut pas juste voir une Calista comme la créatrice de la série Maîtresse d'un homme marié et se dire, oui, c'est simple, c'est facile, c'est à faire. En fait, dans l'exécution, c'est très difficile parce qu'on n'a pas forcément de vie, on a des horaires. Moi, par exemple, pour maîtresse, le planning, c'est du 7 jours sur 7. C'est par exemple 5 jours de tournage, 2 jours de débriefing ou 6 jours de tournage et une journée de débriefing. C'est-à-dire quand on est sur un projet, le
le minimum, c'est 6 mois. C'est 6 mois où on n'a pas de vie. C'est 6 mois où on est en mode tout le temps, il faut être là, tout le temps, il faut soutenir l'équipe, tout le temps, il faut veiller à ce que tout se passe bien, tout le temps, faut regarder tout le processus de création, du plateau au banc de montage, c'est du boulot. Oui, c'est beaucoup de boulot et j'aime beaucoup ce que tu disais en fait sur le fait que la place elle est prise par les meilleurs. Donc, il faut se battre en fait, hein. Qu'on soit une femme ou pas, il faut se battre. Et la deuxième chose aussi que je retiens qui est très important quand même pour que les femmes arrivent à se faire cette place, c'est le support. Enfin, je sais que tu as un support extrêmement fort de ton mari. Et ça, c'est extrêmement important aussi, hein. Est-ce que tu peux revenir dessus sur justement cette histoire de life balance, en fait, d'équilibre? Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que nous sommes au Sénégal avec ces réalités. Même si nous sommes des fois soutenus par nos hommes, voilà, comment les femmes dans le secteur arrivent en fait à maintenir cet équilibre quand tu dois tourner à 2 heures du matin, etc. Je pense que j'ai réussi à faire ce projet parce que j'ai été, parce que je suis mariée, on va dire, parce que je pense que si j'étais seule, je n'allais pas réussir à forcément le faire. Mais j'ai eu un compagnon qui a été là et qui m'a poussée, même si des fois j'avais beaucoup plus tendance à rester sur mes acquis ou à ne pas vouloir sortir de ma zone d'ombre. Mais c'est quelqu'un qui me poussait à y aller et qui ne regardait pas l'heure. Il m'arrivait de descendre à 5 heures du matin. Donc, tu rentres chez toi à 5 heures du matin. Ça, pour une femme mariée, pour une mère, ce n'est pas forcément possible. Et aujourd'hui, pour être avec, il faut avoir la bonne ambiance, le bon mood, une famille compréhensive, un mari qui sait les enjeux qui sont là. Et puis, la personne doit savoir ce qu'elle veut et où est-ce qu'elle veut aller, en fait. Parce que je pense que quand on a ça en soi, l'entourage suit immédiatement. Quand l'entourage sait qu'on aime ça, qu'on peut mourir pour ça, qu'on peut se donner pour ça, l'entourage nous facilite en fait les choses. Moi, ma famille, c'est que quand je suis dans des projets, socialement, je n'existe pas, sauf si malheureusement il y a un décès, mais que socialement, il ne faut pas compter sur moi. Ils me facilitent les choses, c'est-à-dire je peux aisément faire mon travail. Et puis, c'est comme les gens le font au Sénégal, c'est du oui, mais il faut penser à faire une pause pour faire des enfants. comme si ce n'était pas forcément compatible, en fait. Et je rigole parce que je me dis, les gens, dans leur vision, on est tellement des gens qu'on ne peut même pas être une mère ou un truc du genre. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que chaque chose en son temps et que si être une yaï entre dans la danse, aussi, on devient une yaï showrunner. Rien à voir. On se promènera juste avec le gros bidon et une chaise qui va nous attendre tout le temps. L'ambulance, si on doit accoucher, c'est tout. Hein. Il y a la dernière. Mettez une contraction, Non, mais tu sais, en fait, je pense que, et ça, je ne sais pas, à chaque fois que je fais des lives avec des femmes, on en revient à ça. C'est qu'en fait, en chemin, on s'est même un peu perdu. Parce que j'ai l'impression qu'on se féodalise plus qu'on ne devrait l'être, en fait. Parce que on voit en fait dans le temps nos mamans là qui étaient dans leur case là, négougnard, machin, etc. Une heure de temps après elles sont levées, elles font leurs choses. Et je vois pas pourquoi aujourd'hui en fait c'est devenu quelque chose de complètement pas en tout cas compatible. Et aujourd'hui justement la femme, c'est ce que je dis tout le temps, elle fait des enfants parce que biologiquement c'est elle qui peut les faire. Donc c'est comme ça, c'est un fait, c'est la nature. Mais si en tout cas on a la chance d'être en bonne santé, d'avoir une grossesse sans problème, rien n'empêche en fait la situation de grossesse ou la situation de maternité, la situation de maman n'est pas un frein. Par contre, la chose que je dis tout le temps qui est extrêmement importante et que tu en parlais parce que tu as le soutien de ta famille, de ton mari, et Inch'Allah, tu auras ceux de tes enfants, ce genre de projets, surtout des projets qui sont extrêmement prenants, c'est important aussi que la famille adhère. Cette cohésion en fait familiale autour du projet, même si c'est un projet personnel, est important parce que c'est là où en fait, quand tu as besoin qu'on te tienne ton enfant,
tu as toujours quelqu'un qui te tienne. Quand tu as besoin qu'on te récupère ton enfant à l'école, il y a toujours quelqu'un. Et donc, et aussi les enfants, ça ne crée pas de frustration, par exemple, chez les enfants parce qu'ils ne voient pas maman, etc. Ils adhèrent au projet parce qu'ils savent qu'en fait, maman est en train de travailler, maman est en train, en tout cas, de faire quelque chose d'important. Donc ça, c'était la petite parenthèse de femme. Expliquer une méthode, hein? Hein? Donc, c'est la petite parenthèse femme entrepreneur. Alors, je vais juste regarder rapidement quelques commentaires que nous avons. Nous en avons beaucoup. Il y a des gens qui te disent, voilà, c'est une très bonne production. Les gens aiment les textes, les dialogues. On a quelqu'un qui nous dit, même au Burkina Faso, en fait, la série a mis le doigt, en fait, sur des vraies problématiques. Les gens qui te félicitent pour les résultats. J'ai une question. Fatou qui nous demande, est-ce que entreprendre à long terme dans le cinéma est rentable au Sénégal? Ah. Est-ce que c'est rentable? C'est très rentable, hein? C'est rentable. Oui, c'est rentable. Hein? Je pense que c'est un super bon business et on s'est vraiment bien managé. Parce que tout à l'heure, on parlait de politique de création et de business. Pour moi, une bonne création, c'est un bon business. C'est une création qui se réfléchit comme un business, tout en gardant la part de créativité. Un bon produit, c'est un produit qui a tous les avantages, qui peut se vendre aisément, mais qui peut aussi plaire au public. Je pense qu'on a trouvé le mix avec Maîtresse. Et oui, c'est rentable en fait. Personne ne va sortir du chiffre. Ça, c'est bien sénégalais. Les gens ne parlent pas du chiffre. Mais il faut te dire que c'est très rentable. Alors, non, c'est sûr, et on en a parlé, tu nous as fait un retour sur justement économiquement à quel point ça change des vies, donc ça, on l'a compris. J'aimerais en fait, l'avant-dernière question pour moi, c'est de revenir en fait dans votre contexte d'industrie en fait, de la production, et pour savoir aujourd'hui quels sont vos défis. On a vu hein, l'évolution hein, au fil des années de la qualité de la production qui s'est beaucoup améliorée, vraiment, vraiment. Et notamment les nouvelles stratégies qui sont extrêmement digitales. Donc, ça, c'est important. Et tu parlais tout à l'heure, en fait, de la crise, en fait, du Covid. Mais heureusement que, voilà, les gens peuvent continuer à consommer la série à la télé, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, ça contribue aussi à la résilience économique des entreprises, la possibilité, en fait, de pouvoir de proposer ces contenus-là en ligne. Et donc, quels sont aujourd'hui les défis auxquels vous êtes rencontrés pour que, je ne sais pas, demain, on arrive à un niveau d'un Hollywood, par exemple, ou d'un Bollywood, qui sont vraiment des grosses industries avec des marchés qui ne sont pas forcément loin des nôtres. Donc, quels sont vos défis aujourd'hui dans le secteur? Alors, pour moi, personnellement, le défi, c'est à l'image de ce qui se fait partout dans le monde, c'est-à-dire arriver à avoir des plateformes où les gens vont payer pour pouvoir regarder du contenu. C'est le modèle sénégalais, c'est le modèle le plus accessible, le plus facile, mais le plus critiqué en fait. Puisque aujourd'hui, pour les contenus, le téléspectateur a cette possibilité de visionner sans sortir de l'argent et ne sait pas que ce produit, pour que cela puisse être créé, il a fallu notamment qu'il y ait un budget pour la logistique, pour la régie, un budget pour les acteurs, un budget pour la technique, voilà, un budget pour tout. Et ce téléspectateur aujourd'hui, voilà, n'est pas forcément en phase avec le contenu, surtout une partie, c'est-à-dire la partie où il y a le fameux placement de produits savon la main, Sénégindia ou autres savons pas et tout. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le modèle économique, c'est des sociétés qui aujourd'hui mettent sur la table une partie de leur budget de communication, entre autres,
Et c'est ce budget-là qui est utilisé aujourd'hui pour faire le produit. Et c'est en contrepartie, en échange d'une bonne visibilité. Donc, si on en arrive à faire comme ce qui se fait partout à travers le monde avec Netflix, avec Amazon, ou pour garder du contenu, on s'abonne, on paye quelque chose, peut-être la manière de proposer ce contenu va changer. Puisqu'aujourd'hui, vu que quelque part, c'est des privés, c'est-à-dire c'est des maisons de production qui ont la primeur sur aujourd'hui la création du contenu. Je ne sais pas en ce sens si l'État peut vraiment faire quelque chose, mais il s'agit d'une réelle volonté où il faut apprendre aux téléspectateurs à mettre le prix qu'il faut pour avoir aujourd'hui du contenu de qualité en fait. Si on en arrive à ça, je pense que quelque part, on arrivera à mieux gagner nos vies et on va satisfaire tout le monde en fait. Oui, tout à fait. Donc, vraiment travailler encore à, comment dire, des productions qui soient beaucoup plus rentables, qui génèrent beaucoup plus, en fait, de valeur, en fait, de richesse, pour que aussi l'industrie ait les moyens de se développer. Je pense en termes aussi de plateaux techniques, en termes de gestion des talents, en fait, parce qu'aujourd'hui, il y a toute une communauté d'acteurs qui commence à se créer. Donc, il faut qu'on apprenne à ces comédiens, à ces talents, en fait, à gérer leur carrière, à avoir de vrais plans de carrière. Et ça, je pense que voilà, ça va certainement venir dans le temps et bien sûr élever le plateau technique et puis former vraiment les techniciens, en tout cas, du secteur. Alors, ah oui, bien sûr, surtout, surtout la formation. La formation, c'est vraiment c'est essentiel en fait, la formation, sur tous les niveaux et à tous les plans. Aujourd'hui, il faut se former parce que c'est un métier qui est en perpétuelle évolution. Et autant acteur que technicien, on peut être laissé en rade. Donc, il faut tout le temps se former. Et niveau matériel aussi, ça va très, très vite. Il faut toujours changer aujourd'hui tout ce qui est matériel, entre autres, tout ça évolue. Et aussi la gestion de carrière des acteurs. On ne peut pas se réveiller juste pour se dire qu'on veut être célèbre, connu, qu'on veut vivre sa petite vie de star qu'on est acteur. Être acteur, c'est d'abord un engagement qu'on fait, c'est un choix de vie. C'est un engagement qu'on a envers ceux qui regardent. Et pour cela, il faut être très bien préparé mentalement et tout ce qu'il faut pour être acteur. Et nous, dans la production, on se bat pour ça. On se bat aujourd'hui pour faire en sorte que nos acteurs soient des références. Et parce qu'ils le sont, hein, parce qu'aujourd'hui, quand ils sont suivis par des communautés, c'est-à-dire quelque part, ils ont de l'impact et ce n'est pas des choses à négliger. Et moi, quand je vois aujourd'hui que tout le monde veut devenir acteur, je me dis, est-ce qu'ils savent le travail qu'il y a derrière, en fait? Oui, tout à fait. Il y a vraiment, et je pense que aussi au même titre, ça on en a souvent parlé, on a souvent échangé dessus, au même titre que toi, en tout cas, tu vulgarises en tout cas les métiers. Je pense qu'aussi les acteurs devraient plus s'engager dans cette vulgarisation, en tout cas les acteurs, les comédiens professionnels, pour qu'en fait la nouvelle génération aussi sache qu'aujourd'hui, on ne fait pas ça juste parce qu'on a envie de le faire. Il faut vraiment avoir une stratégie de carrière, se former, etc. Et donc, pour finir, on arrive au terme de ce live. Je sais que ton projet, comment dire, on s'est mis d'accord que le prochain projet, c'est une série sur moi, bien sûr. Et, mais à part ça, blague à part, pour être sérieuse, quels sont les projets à venir? Bien sûr, on attend la saison 3, la saison 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hein, de maîtresse, voilà. Mais quels sont quels sont les projets en tout cas à venir qui te tiennent à cœur? Alors, les projets à venir, c'est vraiment d'avoir, personnellement, c'est d'avoir une collaboration avec des femmes entrepreneurs pour travailler sur l'univers, en fait. C'est vraiment ça de l'univers. C'est de travailler avec des femmes entrepreneurs sur des questions, sur comment aujourd'hui arriver avec leur difficulté. On t'entend mal, Calista, je crois. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Alors, le next step, c'est de travailler avec des femmes entrepreneurs
qui n'ont pas forcément un gros budget, mais qui ont envie aussi de communiquer, de voir avec elles la stratégie à adopter pour pouvoir travailler en symbiose. Parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes très dynamiques qui sont dans le secteur de l'entrepreneuriat. Et moi, je me dis que c'est en unissant nos forces qu'on arrivera à faire quelque chose. Parce que quelque part aussi, nos visions se rejoignent en fait. Et il faut faire en sorte de matérialiser cela et de faire en sorte d'aller de l'avant ensemble. Tout à fait. Alors, je pense que l'appel a été entendu notamment par beaucoup d'entrepreneurs qui nous suivent dans ce live que je vois. D'ailleurs, il y en a une qui dit que pour la formation, ACC offre ses services de coaching culturel. Donc, on va certainement se rapprocher d'elle. C'est ça. Ensuite, donc voilà, donc il y a toute une chaîne, tout un écosystème, en tout cas à construire, à consolider autour de ce nouveau secteur, de cette nouvelle industrie que j'aime, en tout cas moi, appeler le Jollof Wood. C'est notre Jollof Wood. Il faut qu'en fait, qu'on le développe. Il faut que tous les acteurs, en fait, prennent conscience de l'importance au point de vue économique de ce secteur-là pour notre pays et travailler en tout cas en cohésion pour développer. Alors, je vais te laisser dire peut-être un dernier mot avant que je clôture ce live. On pourrait rester 2 heures, 3 heures ensemble, mais voilà, il commence à se faire tard et je t'avais promis juste de te retenir 1 heure parce que tu es en vacances. Voilà. Donc, je te laisse dire... C'est d'y croire. Le dernier mot, c'est d'y croire parce que ce n'est pas du tout évident, ce n'est pas du tout facile. Mais quand on a la volonté de réussir à faire des choses et qu'on se donne les moyens, on va tomber, mais on va se relever pour aller beaucoup plus haut et voilà. Se donner les moyens, tomber et se relever, c'est vraiment en fait des choses extrêmement importantes dans l'entrepreneuriat. On passe notre vie à tomber, vraiment. Hein. Franchement, s'il fallait mettre des sparadraps partout dans notre corps, on en serait couvert. Mais justement, la résilience est une des capacités, en tout cas, une des caractéristiques qui sont intrinsèquement liées à l'entrepreneuriat. Il faut être résistant, voilà, parce qu'on est tout le temps confronté à des problématiques, à des galères. Et on le voit à quel point vous avez su résister pendant cette période de Covid, à continuer à tourner et à produire cette série. Et on vous en félicite vraiment. Nous sommes tous, en tout cas moi, au nom de toutes les femmes que je connais qui apprécient beaucoup la série, je vous adresse mes félicitations à toute l'équipe, à toutes les actrices, à tous les acteurs et bien sûr à Marodi qui a cru en toi dès le départ alors que tu avais fait déjà le tour de pas mal qui t'ont dit non, 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 c'est pas possible. Mais voilà, merci beaucoup en tout cas à Marodi de t'avoir fait confiance pour que cette série voie le jour. Donc, on arrive au terme de ce premier live. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, suivis, regardés, écoutés, parce que par moment, on n'avait pas trop la vidéo parce que le réseau n'est pas de très bonne qualité. Mais on s'en excuse. Mais merci de nous avoir suivis. Comme je le disais en introduction, ceci en tout cas est le kick-off, en tout cas, le premier live d'une longue série qu'on dédie en fait à ce programme qui s'appelle She Means Business, qui est un programme lancé et soutenu par Facebook. Donc, un programme gratuit, accessible à toutes les femmes entrepreneurs, où vous pourrez accéder à des formations sur Facebook, Instagram, WhatsApp Business, aussi des formations sur tout ce qui est business development et bien sûr à des lives comme ça avec des entrepreneurs inspirants pour justement montrer que c'est possible aujourd'hui de faire des belles choses dans notre pays. Donc, merci beaucoup. Je vous invite à suivre la page SEO Africa sur laquelle nous allons déployer ce programme-là, à vous abonner à notre publication pour ne pas rater les prochaines annonces. Merci beaucoup, Calista. Merci à Monsieur Calista de t'avoir laissé faire ce live. Et je vous souhaite de très, très bonnes vacances. Bye. Ciao, bye bye, ciao.